Nous allons accueillir maintenant pour une brève synthèse du rapport qu'ils ont remis cette année aux deux députés qui leur ont commandé, Daniel Agazinski et Louis Cadin, qui ont rédigé ce rapport intitulé « Médiation accomplie, point d'interrogation, discours et pratique de la médiation entre citoyens et administration ». C'est un rapport que vous pouvez retrouver intégralement sur le site stratégie.gouv.fr, stratégie au singulier. Et donc, rapport qui a été commandé par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale sur une initiative de Sandrine Meursch, députée de Haute-Garonne, et de Pierre Morel-L'Huissier, député de Lozère. Je vous donne la parole pour, si vous arrivez à concentrer sur 10-12 minutes, ça nous aiderait beaucoup parce que nous avons un peu de retard. Bien sûr. Voilà, donc notre rapport avec Daniel a pour objectif de contribuer à alimenter quelques réflexions, comme ça a été dit, en vue d'alimenter les prochaines évolutions du cadre législatif de la médiation entre les citoyens et l'administration. Évidemment, le rapport est disponible en ligne également, comme ça a été dit, donc je voudrais simplement partager avec vous 4 constats que nous tirons dans le rapport. Premièrement, en droit public, la médiation, ce n'est pas une évidence, d'une part parce qu'il faut avant tout garantir la légalité et le principe d'égalité, qui sont des freins puissants, et on a pu le constater au développement de la médiation, et d'autre part, en raison des contraintes spécifiques qui sont liées à l'asymétrie des personnes. Donc en fait, le médiateur institutionnel a un positionnement particulier, un peu comme le juge administratif, qui vise à rétablir l'égalité des armes en faisant office un peu de traducteur entre la langue du citoyen et celle de l'administration. Donc ça, c'est pour le premier constat. Le deuxième constat, et ça a également été dit, c'est le développement extrêmement rapide de la médiation sous l'impulsion de plusieurs acteurs qui n'ont pas du tout tous les mêmes agendas. Le développement sous l'impulsion du politique, notamment avec la loi ESSOC, comme ça a été dit. Les administrations également y voient plusieurs avantages. La juridiction administrative qui pousse pour le développement d'une médiation préventive des conflits. Et d'ailleurs, dans le dispositif dont on reparlera de médiation préalable obligatoire, les médiateurs institutionnels sont un des principaux rouages de ce dispositif. Donc on voit bien qu'il y a un fort intérêt qui s'attache au développement des médiateurs institutionnels. Et évidemment, on pourrait lister parmi ces acteurs du déploiement rapide de la médiation, les citoyens, qui voient, comme ça a été dit par monsieur le défenseur des droits, les interlocuteurs de l'administration disparaître, et qui donc ont un intérêt à ce que des médiateurs apparaissent. Mais voilà. Donc ça, c'était le deuxième constat, le développement rapide avec des attentes qui ne se recoupent pas toujours. Le troisième constat, c'est que les dispositifs sont très ou trop hétérogènes, avec des garanties d'indépendance, des prérogatives et des moyens des médiateurs qui sont si différents qu'il n'est pas simple pour un citoyen de savoir à qui il a affaire quand il demande une médiation, de savoir ce qu'il peut en attendre, ce qu'il peut en escompter. Et le quatrième constat, c'est peut-être celui qui nous a le plus intéressé, le plus préoccupé, c'est celui de la question de l'industrialisation de la médiation institutionnelle. C'est-à-dire qu'on constate que la montée en charge de l'activité des médiateurs rend la question de leur dimensionnement et de leur valeur ajoutée particulièrement préoccupante, puisque on leur demande de remplacer un guichet, et que donc on leur demande de mettre davantage de moyens, de passer davantage de temps, on leur demande également parfois de suppléer au juge, et donc alors que le médiateur est censé faire du sur-mesure, alors qu'il est censé faire du dialogue par téléphone plutôt ou en personne plutôt que par mail, en fait il se retrouve contraint d'industrialiser ses processus, d'automatiser quasiment son traitement des dossiers, et on voit qu'on perd là un petit peu l'intérêt principal du médiateur. Voilà, donc partant de ces constats-là, on a relevé quels étaient les principaux défis de la médiation institutionnelle. Préserver le cœur de métier et la valeur ajoutée de la médiation institutionnelle, premièrement. Deuxièmement, trouver la juste place des médiateurs, qui ne doivent être ni des guichets ni des juges. Et enfin, rendre solides et lisibles les garanties d'indépendance des médiateurs institutionnels. Monsieur le défenseur des droits a très bien résumé les principales préconisations que nous faisons sur ce point-là, sur les garanties d'indépendance des médiateurs et sur le socle minimal qu'il est nécessaire de leur donner. Donc je n'y reviens pas, et vous pouvez les trouver de toutes les manières dans le rapport qui est disponible en ligne. Je passe la parole à Daniel. Oui.
Bonjour, merci à toutes et tous. Effectivement, la plupart de nos préconisations ont été présentées par le défenseur des droits, donc nous n'avons pas besoin d'y revenir. Je ferai simplement un point de transition vers la table ronde qui suit, qui porte sur la médiation préalable obligatoire, qui a fait l'objet d'un chapitre d'analyse spécifique dans notre rapport, dans la mesure où elle est à la fois une pointe avancée de l'évolution de la médiation institutionnelle et à ce titre elle peut être mise en lumière pour révéler les apports de la médiation mais aussi un certain nombre de ses risques, notamment du fait que c'est une expérimentation, c'est un point d'observation privilégié pour penser la suite et l'avenir de la médiation. Alors, dans le rapport qui a été publié en juillet, nous n'avons pas fait de premier bilan de cette MPO parce que nous n'avions pas les données, pas le temps pour le faire à ce stade. Ce temps est en train d'advenir, mais nous avons pu faire trois choses. Poser premièrement une analyse des dispositifs de MPO, réfléchir ensuite aux critères qui n'ont pas été définis dans la loi, aux critères d'évaluation des effets de cette MPO, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles la généralisation de ce dispositif, voire son extension à d'autres matières, pouvait être considérée comme souhaitable ou non. Premier point, sur l'analyse des dispositifs. On ne s'est pas appesanti sur le débat, la médiation peut-elle, ne peut-elle pas être obligatoire, parce que bon, c'est l'entrée en médiation qui est obligatoire, c'est au fond une étape préalable vers la saisie du juge, et son déroulement, une fois qu'elle est acceptée, peut être fidèle à l'esprit de la médiation. Donc on a considéré que ce n'était pas un débat fondamental. On s'est interrogé sur le caractère potentiellement massif, ce que disait Louise quand elle parlait d'industrialisation, caractère potentiellement massif des contentieux concernés par ces MPO, notamment en matière sociale, et sur du coup les besoins de montée en charge des effectifs et des moyens des médiations qui sont concernés par ce dispositif-là, qui sont chargés de les traiter. On s'est interrogé également sur la complexité des différents circuits qui sont imposés aux requérants. Il y a autant de circuits de recours que de prestations concernées par la MPO. On considère que c'est un petit problème. Ils sont souvent, presque toujours, mais pas toujours, précédés d'un RAPO, d'un recours administratif préalable obligatoire, qui n'est pas toujours devant la même autorité. Point suivant, on a exprimé notre inquiétude face à la complexité de la MPO en matière des prestations qui sont servies par les caisses d'allocation familiale, qui, comme chacun le sait ici, je pense, passent par les délégués du défenseur des droits, par le siège du défenseur des droits pour leur inscription et la comptabilité des délais, et retournent dans les caisses d'allocation familiale. Multiplicité d'acteurs qui interviennent dans un processus, ce qui n'est pas forcément un gage de simplicité et d'efficacité. On a souligné aussi le risque de ce fait d'un accès au droit à deux vitesses, d'une espèce de parcours d'obstacles pour le requérant avant l'accès au juge, comme on l'a représenté par un schéma qu'on n'a pas reproduit ici, mais qui montre la quantité d'étapes qu'il faut souvent franchir pour atteindre le juge administratif sur ces sujets. Alors sur le deuxième point, sur les critères d'évaluation. À l'aune de quels critères peut-on considérer que ça marche, au fond, la MPO ? Bien sûr, la réduction du contentieux administratif a été l'un des objectifs qui a inspiré cette mesure. Mais ce que l'on dit dans le rapport, c'est qu'elle ne peut pas être l'unique indicateur à l'aune duquel on va considérer que ça marche et qu'elle doit être généralisée. La réduction du contentieux ne peut pas être un objectif unique de politique publique, ne peut pas être une fin en soi, en quelque sorte, sans que soit pris en compte simultanément la question de l'accès au droit et de l'égal accès au droit. Il faudra donc mesurer, dit-on, la plus grande capacité pour les requérants de faire valoir leurs droits par ce canal et d'obtenir satisfaction lorsque cela est justifié. Cela doit, à notre sens, faire partie des critères à l'aune desquels on évaluera ces dispositifs. Enfin, sur les conditions de généralisation, il faut donc bien que ce soit un outil d'accès au droit identifié comme tel dans les institutions et par les personnes concernées, donc ce qui rejoint les enjeux de visibilité de la possibilité du recours au médiateur, d'autant plus essentiel lorsque ce recours est un préalable obligatoire à la saisie du juge, et puis que les moyens humains, infrastructurels, informatiques, matériels soient au rendez-vous pour que ceux qui sont amenés à traiter ces médiations préalables obligatoires en fassent autre chose qu'un RAPO bis. La médiation, pour que ce soit de la médiation, il faut que ce soit de la médiation. Il ne faut pas que ce soit un recours administratif reconduit selon d'autres moyens. Et donc, notre point final est de dire que c'est uniquement à ces conditions-là que la MPO peut devenir ce qu'elle est censée être, un outil de diffusion
de la culture, d'une authentique culture de la médiation, et ne fasse pas courir le risque d'un discrédit de ce dispositif, de la médiation, si elle apparaissait comme faite un peu au rabais dans un dispositif industrialisé, ne disposant pas les moyens de faire le sur-mesure qui est le propre de la médiation. Je pense que c'est l'un des points qui pourra être discuté lors de la table ronde suivante sur la MPO qu'on a voulu préempter un petit peu.